le Maroc est en train finalement de créer une sorte de Californie africaine, une sorte de zone franche, zone économiquement attractive, attractive pour les Marocains, attractive pour les Africains. Il ne faut pas oublier que le Maroc est un vieux pays, c'est un royaume depuis très longtemps, on l'évoquait. Mais ce que les Français ont souvent oublié, c'est que le premier pays au monde qui a reconnu les États-Unis d'Amérique avant la France de Lafayette, ça a été le royaume du Maroc. La plus vieille ambassade américaine au monde, c'est la légation américaine à Tanger. Ils ont des liens tout à fait exceptionnels. Alors ils sont au Moyen-Orient, ils sont avec les Américains, ils sont avec l'Europe et ils sont avec l'Afrique. Donc le fait d'avoir une diplomatie à 360 degrés, théoriquement zéro problème avec les voisins, sauf les voisins qui leur veulent du mal, notamment le voisin oriental, mais ils dialoguent avec la Russie. Oui, et avec la Chine. Le Maroc est incontestable dans sa capacité de dialoguer avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est d'ailleurs ce que les Marocains nous reprochent. Ah oui. C'est de ne pas avoir pris en compte le fait qu'ils n'étaient plus adolescents. Voilà, exactement. Que depuis la fin de protectorat en 1956, ils avaient mûri. Ils étaient devenus adultes. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous propose dans cette vidéo de regarder avec moi un extrait de l'émission d'Alain Juillet sur YouTube, Open Box. Cette émission qui a été diffusée il y a moins d'un mois, quelques semaines, s'intitule Vers un renouveau des relations franco-marocaines. C'est très intéressant, ça a été diffusé juste après la reconnaissance française de la marocanité du Sahara. Donc, dans l'esprit de la diversification de notre contenu, et vu que c'est une interview qui est assez intéressante, avec des informations vraiment très très intéressantes, je vous propose de regarder ensemble et on va faire un commentaire après la visualisation de cet extrait. Donc voilà, bonne visualisation et on se retrouve après la vidéo. Et puis le dernier point, c'est le tourisme. Le PIB marocain dépend pour 15% du tourisme. Il y a là un champ absolument considérable, pour l'instant inexploité, d'activité touristique, qui correspond en plus parfaitement à l'idée d'un tourisme endogène, maîtrisé, durable. Quand on va à Dakhla, nous sommes nombreux à y être allés, on ne peut qu'être étonné par le fait que ce n'est pas un tourisme de masse. C'est un tourisme maîtrisé. Ouais. C'est un tourisme qui bénéficie aux populations. Et donc, de facto, le Maroc est en train finalement de créer une sorte de Californie africaine, une sorte de zone franche, zone économiquement attractive, attractive pour les Marocains, attractive pour les Africains, attractive pour les Européens, mais attractive pour le monde entier. Car pour répondre indirectement à la question qui n'a pas été posée, le fait que la France ait attendu le 30 juillet 2024 pour prendre cette décision ne doit quand même pas nous faire oublier que beaucoup d'autres pays ne nous ont pas attendus. Exactement. Les pays européens, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, Malte, je l'ai dit, pas l'Italie. Et puis les pays du Golfe. Car la décision de reconnaître la marocanité du Sahara pour certains a été corroborée avec la stabilité, la normalisation avec l'État d'Israël. Les accords d'Abraham. Ce que vous évoquez sur le fait que le Maroc a cette particularité d'être à la fois assurant la présidence du comité Al-Quds, le soutien du droit des peuples, du droit des Palestiniens à disposer d'un État tel que les résolutions onusiennes le précisent, et en même temps de reconnaître l'État d'Israël. Et donc, d'une certaine façon, on arrive un peu tardivement dans cette bataille. Oui, j'ajouterais juste pour mémoire, mais certains d'entre vous le savent, c'est que il ne faut pas oublier que le Maroc est un vieux pays, c'est un royaume depuis très longtemps, on l'évoquait. Mais ce que les Français ont souvent oublié, c'est que le premier pays au monde qui a reconnu les États-Unis d'Amérique après leur prise d'indépendance, avant la France de Lafayette, ça a été le royaume du Maroc. La plus vieille ambassade américaine au monde, c'est la légation américaine à Tanger. Ils ont des liens tout à fait exceptionnels. Alors ils sont au Moyen-Orient, ils sont avec les Américains, ils sont avec l'Europe et ils sont avec l'Afrique. Et je rajoute un point, ils ne récusent pas non plus le fait d'avoir une diplomatie à 360 degrés, théoriquement zéro problème avec les voisins, sauf les voisins qui leur veulent du mal, notamment le voisin oriental, mais ils dialoguent avec la Russie. Oui, et avec la Chine. Sergueï Lavrov a rencontré son homologue Nasser Bourita. Les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, a investi 1 milliard d'euros dans Tangemed.
le plus grand port africain en eau profonde, un des 10 premiers ports mondiaux. Donc finalement, le Maroc est incontestable dans sa capacité de dialoguer avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est très intéressant de voir ce pays, de voir son évolution, parce que quand il y avait Sa Majesté Hassan II, il a structuré le pays, il a fait beaucoup de choses. Mais quand son fils a pris le pouvoir, tout le monde se demandait ce qu'allait faire le fils. Et en définitive, le fils a été visionnaire, parce que durant en 25 ans, il a transformé le pays. Hein. Le roi, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis une équipe de jeunes cadres brillants qu'il connaissait bien, et on peut dire que ça a fonctionné. Hein. Le Maroc a échappé au tourment du printemps arabe, car il avait anticipé l'exclusion sociale ou sociétale dont certains Marocains pouvaient se plaindre, comme certains Algériens, comme certains Tunisiens, comme certains Libyens, en réformant la Constitution et en faisant une Constitution beaucoup plus inclusive, en associant davantage la jeunesse dans le processus décisionnel, en développant de manière considérable l'éducation. La preuve en est, le plus grand nombre d'étudiants étrangers en France sont des Marocains. Depuis plus de 10 ans, on dit que le Maroc est le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Mais là, on sent qu'il y a une nouvelle dimension au Maroc, où il y a une véritable autonomie nouvelle, peut-être économique, géopolitique, où finalement, c'est l'Europe qui cherche à s'adosser au Maroc pour parler à l'Afrique. Alors qu'avant, on sentait que ce trait d'union était tenu, en tout cas, par l'Europe. Là, on a le sentiment, d'après ce que j'entends, que le Maroc a une véritable puissance retrouvée d'autonomie. Et effectivement, quand on a un roi qui a une véritable vision, et depuis 25 ans, on n'en change pas, c'est toute la différence avec d'autres le roi, pays. c'est comme pour aller dans ce sens-là. Le roi s'est investi d'abord en voyageant énormément en Afrique pour promouvoir son idée. Bon. Et puis alors, sur le plan économique, puisqu'on parlait de plan économique, il est certain que le retrait des banques françaises, il faut le dire, le retrait des banques françaises d'Afrique francophone a provoqué, parce qu'évidemment ils en sont en tiré parti, l'arrivée des banques marocaines. Aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, du Nigeria jusqu'au Sénégal, les banques marocaines sont devenues les grands prêteurs et les grands opérateurs. Il faut dire la vérité. Hein. Alors, c'est d'ailleurs ce que les Marocains nous reprochent. Ah oui. C'est de ne pas avoir pris en compte le fait qu'ils n'étaient plus adolescents. Voilà, exactement. Que depuis la fin du protectorat en 1956, ils avaient mûri. Ils étaient devenus adultes. Et je crois que cette symbolique est assez forte. Le roi, comme l'actuel Premier ministre, Aziz Aknouch, ne comprenait pas le fait que la France ne reconnaisse pas, comme d'autres, la capacité de considérer le Maroc comme une puissance africaine. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cet extrait jusqu'à la fin. Et sincèrement, ça fait du bien d'entendre ce genre de mots et ce genre de réflexion de la part de l'intelligentsia française. Surtout que M. Alain Juillet était pendant sa carrière le directeur des renseignements français. Donc c'est quand même comme poste ou comme bagage ou comme carrière, c'est vraiment du très haut niveau. Donc c'est les dessous ou bien c'est le cœur carrément du fonctionnement de l'État français. Donc quand on peut avoir ce genre de déclaration et ce genre de reconnaissance, ça fait du bien, ça prouve que le Maroc a vraiment pris de l'élan dans son travail diplomatique et dans sa façon de voir les choses et de jouer le jeu politique et diplomatique avec les grandes puissances de ce monde. Parce que quand on évoque la reconnaissance des États-Unis d'Amérique comme étant un point déclencheur et un point de bascule des relations des États du monde avec le Maroc, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas vraiment fait ce pas de leur bonté ou par la bonté de leur cœur ou pour les beaux yeux des Marocains. Ça a été un travail de fond, un travail de base sur les relations américaines, maroco-américaines ou américo-marocaines, appelons-le comme on le veut, mais c'est vraiment un travail de diplomatie sur des décennies
sur plusieurs années. C'est une continuation des relations historiques entre les États-Unis d'Amérique et le Maroc qui ont pu obtenir cette reconnaissance et ce point de non-retour américain envers l'amélioration des conditions dans l'Afrique du Nord à travers le Maroc comme base et comme un hub pour le commerce et pour la puissance géopolitique américaine et occidentale. Donc c'est pour ça que la France se trouve dans une position vraiment très délicate. Elle a été historiquement, c'est elle qui a colonisé, pas colonisé, mais qui avait un protectorat sur le Maroc. Donc les liens historiques du siècle passé sont plutôt plus fortes entre le Maroc et la France. Donc le fait qu'elle a loupé ce changement radical envers la géopolitique au Maghreb, et notamment qu'elle n'a pas pu prendre le premier pas en reconnaissant le Sahara marocain au lieu des Américains, et elle n'a même pas été la deuxième ou la troisième. L'Espagne et l'Allemagne et tous les pays européens, presque tous l'ont battu pour cette décision. Donc la France s'est retrouvée vraiment dans une position très délicate et qu'elle ne pouvait plus rien faire que de reconnaître la marocanité du Sahara et de limiter les dégâts à ce point. Parce que, voilà. Donc, reconnaître que le Maroc a une puissance régionale de fait dans le bassin méditerranéen et une grande influence en Afrique, avec un prolongement géopolitique et géostratégique de la puissance marocaine et de la diplomatie marocaine dans les pays du Sahel, dans les pays de l'Ouest africain, notamment les relations économiques que le Maroc développe avec les pays de l'Afrique. Cette reconnaissance est importante pour les relations franco-marocaines. Évidemment, le Maroc avait besoin aussi de cette reconnaissance pour établir un équilibre de force et pour réviser d'une certaine manière le statu quo. Le Maroc de 2024 n'est pas le Maroc de 1956 ou des années 80, ni même des années 2000. L'évolution et le développement du Maroc, au contraire de son voisinage, si l'on peut dire, si l'on peut qualifier les choses comme ça, ce qui donne plus de contraste ou plus d'éclat à ce développement du Maroc. Donc pour la France, il fallait vraiment l'admettre beaucoup plus tôt et construire une relation qui aurait été beaucoup plus forte et beaucoup plus primordiale avec la France qu'elle est maintenant, mais ça n'empêche qu'on peut toujours travailler sur les relations futures. Mais il y a toute l'importance à ce point ou à ce développement avec les relations des relations franco-marocaines que toute l'importance à ce point, c'est que la France a toujours eu un rôle très 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 important au continent africain, beaucoup plus que les États-Unis d'Amérique. Donc historiquement, la France a colonisé presque toute l'Afrique, beaucoup plus que la moitié déjà. Donc dans les relations futures de la France avec l'Afrique, elle aura nécessairement besoin du Maroc. Donc c'est là le vrai enjeu pour la France. C'est un enjeu beaucoup plus important que celui des États-Unis d'Amérique qui ont une vision encore plus globale et qui veulent la dominance mondiale.
Ça, c'est un autre degré de protectionnisme américain ou de stratégie ou de vision stratégique américaine. Mais pour la France, l'Afrique, c'est son précaré ou bien ça devrait normalement être son partenaire numéro un à l'échelle mondiale. Et en extension, l'Europe aussi. Donc voilà, je me suis permis de faire une petite analyse et de m'étendre un petit peu sur ce point, parce que ça parle de géopolitique, ça parle de politique et des relations que le Maroc a avec son entourage et avec ses voisins et avec les puissances mondiales. Donc j'ai voulu exprimer un petit peu ma vision sur le sujet et j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises ou pas de bêtises si c'est possible. Donc voilà, je vous remercie tous pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos et pour vos commentaires et vos réactions. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.